Bienvenue à cette séance ordinaire du comité exécutif du 12 mars 2025. Nous allons commencer tout de suite par un mot de notre mairesse, Madame Valérie Plante. À vous la parole. Alors, bonjour tout le monde. Merci. En premier, puisque rapidement après, nous allons avoir une présentation pour un projet dont je vais vous parler, qui est le contrat que nous allons octroyer pour la continuation du réaménagement des différents, en fait, du parc du Mont-Royal. Mais je laisserai bien sûr les équipes nous en parler davantage. Différentes choses dont je veux vous parler ce matin. La première, c'est que on décide aujourd'hui d'aller de l'avant avec une des priorités dont j'avais parlé pour les 300 derniers jours de notre administration de ce mandat, c'est la question de la sécurisation. Un dossier sur lequel on n'a jamais lésiné. On a toujours mis énormément d'efforts et ce depuis 2017. Mais voilà, dans les 300 derniers jours de la fin de mon mandat comme première magistrate de Montréal, c'était important pour moi de continuer nos efforts. Je le dis les 300 jours parce que peut-être que les gens l'ont oublié, mais en janvier, effectivement, c'était important de remettre de l'avant certaines choses sur lesquelles on travaillait déjà, mais qu'on voulait absolument terminer d'ici la fin du mandat parce qu'on le sait, il y a des projets qui sont en marche, qui sont travaillés bien sûr par nos équipes de fonctionnaires. Alors, ça peut prendre un certain temps, mais dans certains cas aussi, on peut mettre le pied sur l'accélérateur. Dans les différents éléments que j'avais mis de l'avant lors de cette présentation en janvier, vous vous rappellerez, il y avait la question des locations à court terme, communément appelée Airbnb. Il y en a d'autres, mais c'est de celle-là dont on parle le plus souvent. Très heureuse d'avoir pu, encore une fois, avec toutes les équipes de la Ville de Montréal, mettre de l'avant cette nouvelle façon de faire qui va nous permettre de remettre des logements sur le marché locatif, mais surtout de s'attaquer au fléau de celles et ceux qui louent de façon illégale. Parce que ceux qui louent légalement, on les aime et on veut les soutenir et ça va rendre la réglementation beaucoup plus simple pour tout le monde et ça va nous permettre de respecter la loi. L'autre élément que j'avais mis de l'avant et dont je suis très fière parce que ça avance bien, c'est le projet structurant de l'Est. J'étais malheureusement à Washington, heureusement ou malheureusement, mais je n'étais pas là pour la conférence de presse la semaine dernière avec mes collègues, bien sûr, Caroline Bourgeois de l'Est de Montréal, monsieur Lessard Blais, mais il y avait aussi les maires et mairesses de la rive nord qui étaient là, avec la ministre Guilbeault, évidemment, pour le projet structurant de l'Est, qui est le premier projet que la nouvelle agence Mobilité Infra va prendre sous son aile. Et ça, pour nous, c'est extrêmement satisfaisant. C'est notre administration qui a débloqué la ligne bleue, entre autres avec le gouvernement actuel, et c'est notre administration qui fait bouger le projet structurant de l'Est. Après plusieurs tergifications, ben là, ça va de l'avant. Je m'en réjouis parce que les gens de l'Est ont absolument besoin de transport, non seulement pour se déplacer plus rapidement, mais on le sait, quand on a des projets comme la ligne bleue ou un projet de tramway comme celui-ci, bien, ça permet du développement économique, du développement social, ça va permettre d'ouvrir tout un secteur qui a tellement de potentiel. Alors, j'en suis très heureuse. Puis un dernier élément j'avais mis sur ma liste de priorités, c'était les habitations modulaires, en sachant avec la crise des vulnérabilités actuelle. La Ville de Montréal, non, on n'a pas tous les leviers, surtout quand il est question de santé mentale, de toxicomanie. J'en parle souvent, mais c'est important pour moi de le réitérer. Mais on soulève chaque pierre pour travailler avec nos partenaires. Et quand on sait la meilleure solution demeure de stabiliser les gens en ayant un toit au-dessus de leur tête, mais ces personnes qui sont, on va se le dire, parfois assez hypothéquées, bien là, d'avoir des habitations modulaires, c'est une solution de transition qui peut mener vers du logement social le temps que le gouvernement en construise davantage. Donc, un dossier qu'on a travaillé très fort avec l'ensemble des fonctionnaires, avec mon collègue Robert Baudry aussi, bien sûr avec mon collègue Benoît Doré, qui est en charge de l'habitation, donc de passer de 60 à 90 unités modulaires. Et j'espère que dans le futur, on pourra aller encore plus loin dans les prochaines années. Je prends un petit gorgée. Mon Dieu, c'est bien... Donc, une autre priorité, la sécurisation dans nos milieux de vie. On le dit souvent et je vais le redire, pour moi, ce qui est important comme mairesse, c'est de faire en sorte qu'on prenne des décisions
tout d'abord et avant tout pour les Montréalais qui habitent la ville, qui vivent la ville. Et ce que les Montréalais, quand on se promène dans les quartiers, ceux qui élèvent leurs enfants, que ce soit dans Ville-Marie, sur le plateau, que ce soit à La Chine, que ce soit dans Notre-Dame-de-Grâce, Côte-des-Neiges, nous disent, nous, on veut que nos enfants puis nos aînés se sentent en sécurité à traverser la rue, ils se sentent en sécurité quand ils vont faire leurs courses, quand ils vont à l'école. Bien, pour réussir à faire ça, bien, il faut vraiment mettre beaucoup d'énergie. Il y a pas de baguette magique. Il faut réfléchir. Il faut penser à plein de différentes actions. Parmi les actions qu'on a mis en place, évidemment, là, on le sait, ça peut passer par les dos d'âne qu'on a augmenté de façon importante partout dans nos arrondissements, surtout ceux de Projet Montréal, que ce soit l'agrandissement de trottoirs sur lequel on n'a jamais lésiné non plus. Le fait que notre administration, c'est bien Projet Montréal qui a décidé, au début, on nous traitait un peu de fous avec nos avancées de trottoirs, hein, les saillies de trottoirs. Et là, je regarde mes collègues du plateau qui ont lancé le bal et ensuite Rosemont qui a emboîté le pas très rapidement. Puis nous aussi, Ville-Marie, quand finalement on a pris le pouvoir en 2017. Mais les saillies de trottoir, on se le rappellera, non seulement c'est beau, c'est vert, mais ça raccourcit le temps de traverse. Donc c'est plus facile pour les petites jambes ou peut-être les jambes fatiguées de nos aînés à traverser de façon sécuritaire, mais ça protège le 5 mètres qui fait partie du code de la route, mais qui malheureusement n'était pas, j'avais envie de dire, pas très connu et surtout pas très respecté. Alors, des éléments comme ça, on en parle aussi quand on décide de faire des pistes cyclables protégées. Quand on fait une piste cyclable, c'est pas juste pour les cyclistes, tant mieux parce que ça les protège eux, qui sont déjà des vulnérables de la route, mais ça vient aussi protéger les personnes qui traversent parce qu'on en profite pour revoir les intersections, revoir les déplacements à pied. Pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que je ne sais pas si comme moi et ceux et celles qui ne l'ont pas vu, je vous invite à aller voir les articles qui ont été publiés dans Le Devoir en fin de semaine concernant les plus vulnérables de la route, les piétons et les cyclistes. Les données qui sont dedans sont extrêmement percutantes. C'est assez choquant de voir à quel point les plus vulnérables, malheureusement, c'est pas juste leur nom, là, c'est qu'on voit vraiment qu'il y a une augmentation des utilisateurs de la route, ceux qui sont à pied et en vélo. Je vous donne quelques chiffres parce que moi, je trouve que ça vaut la peine de l'entendre. Souvent, quand il y a des débats où on entend comme est-ce que c'est une question de privilégier les piétons ou les automobilistes, la question ne se pose pas quand on regarde ces chiffres-là. Au Québec, les décès des usagers de la route sont en baisse, sauf chez les piétons, en raison de la croissance du parc automobile. Ça, c'est pas nous qui disons ça, c'est pas Projet Montréal, là, c'est des journalistes. En 2014 et 2023, les collisions sur l'île de Montréal ont tué 161 piétons et 23 cyclistes. Il meurt 2 fois plus de marcheurs que de conducteurs sur le territoire métropolitain. Pas qu'on veut qu'il y ait plus d'accidents de voiture, c'est pas ça la question. Mais c'est autant de piétons qui sont décédés que de soldats en Afghanistan durant la guerre une décennie avant. C'est beaucoup de monde. Là, je vous ai dit 161 piétons tués, 23 cyclistes qui sont morts. À ce nombre, il faut ajouter 700, pour la même période, 743 piétons et 246 cyclistes qui ont subi des blessures graves. Tant mieux parce qu'ils ne sont pas décédés. Mais une collision, ça peut mener à une commotion cérébrale, ça peut amener à une fracture, ça peut amener à être... C'est majeur, on le sait, c'est normal. On est une voiture qui a une carrosserie versus un piéton ou un cycliste. Ces chiffres-là, bien, viennent confirmer qu'on a raison d'agir puis de poser des gestes courageux. Des gestes qui parfois ne sont pas populaires, que les gens questionnent, que certains vont peut-être vouloir même des fois mettre en opposition, qu'on privilégie un plutôt que l'autre. Mais quand on regarde ces chiffres-là, puis c'est pour ça quand moi je dis, moi je pense Montréal, pour les Montréalais qui l'habitent, là, qu'on soit à pied ou en vélo, ça pourrait être n'importe qui d'entre nous. Ça pourrait être notre parent, notre mère qui s'en va faire ses courses ou notre père qui s'en va vieillissant, qui s'en va faire une activité au centre communautaire. Ça peut être nos enfants. Parce que si, on va se le dire, là, les gens qui utilisent et les trottoirs, mais aussi les pistes cyclistes, les pistes cyclables, il y a des adultes, mais aussi des enfants. C'est des familles, c'est des gens. Moi, en lisant ça, je me disais en fin de semaine que j'aimerais qu'on puisse faire des portraits de ceux et celles qui marchent la ville, puis ceux qui la pédalent, pour qu'on sorte de cette idée un peu de diaboliser des utilisateurs plutôt que l'autre. Et honnêtement, pour avoir connu
une personne dans mon entourage qui était dans son automobile puis qui a eu une collision. La personne dans l'automobile aussi a été comme fortement comme troublée, traumatisée. Parce que c'est pas l'idée, encore une fois, de dire qu'il y a des méchants puis il y a des gentils. C'est pas ça l'histoire. L'histoire, c'est qu'on est dans une ville où on peut pas agrandir tout d'un coup les rues. C'est impossible. Mais quand il y a toujours plus de gens qui habitent la ville puis qu'en même temps, le parc automobile augmente, notre responsabilité comme ville, c'est de s'assurer que ceux, encore une fois, les plus vulnérables, et je pense que tout le monde peut s'entendre là-dessus, les plus vulnérables de la route, de l'espace public, on doit en prendre soin. Et à défaut d'agrandir les routes pour pouvoir mettre tout le monde, en fait, c'est qu'il faut surtout repartager l'espace, la voie publique. Et comme je le dis, je sais que ça peut parfois être, ça change les habitudes, je le comprends, mais c'est vrai que actuellement, j'espère surtout qu'on soit capable, comme population, de s'élever au-dessus d'un débat simpliste qui pourrait, encore une fois, nous mettre en opposition et garder en tête qu'à un moment ou l'autre dans notre journée, on est tous et toutes soit piétons, soit automobilistes, soit dans le transport collectif, peut-être à vélo. Oups, on revient piéton pour... C'est ça la vie. C'est ça la vie en ville et c'est ça que, comme administration, on a décidé de défendre. Alors, vous allez me dire, je vous fais un long préambule, mais c'est parce qu'hier, en conseil d'arrondissement de Ville-Marie, on a mis de l'avant, on a décidé de régulariser, de faire en sorte que toutes les écoles dans Ville-Marie, la limite de vitesse ne serait pas au-dessus de 30 km/h. Il en restait quelques-unes. Pas beaucoup, mais comme vous savez, Ville-Marie, c'est un lieu de transit. Même dans les quartiers très denses comme Sainte-Marie et Saint-Jacques, on a le pont Jacques-Cartier, par exemple. On a des axes comme Delorimier, Folhomme, on a Papineau, Sherbrooke, mais on voulait absolument continuer le travail qui avait été débuté. Alors hier, c'est ce qu'on a fait et bien sûr, ça va nous permettre de continuer avec d'autres écoles dans d'autres arrondissements où encore, une fois, la vitesse est au-dessus de 30 km/h. Puis au final, on va se le dire, en haut de 30 km/h, les risques d'une collision grave qui peut mener à la mort augmentent de façon drastique. Alors, s'il y a des gens qui se demandent pourquoi on baisse la vitesse près des écoles, parce que c'est des enfants qui y sont. Puis autour des écoles, souvent, c'est des pôles communautaires. Il peut y avoir un centre communautaire, il y a peut-être une RPA, une patinoire, une bibliothèque. Alors, quand on vient sécuriser autour des écoles, c'est toute la communauté que l'on vient sécuriser. Et je vais le réitérer encore une fois, mais entre la fluidité et la sécurité, notre administration n'a jamais hésité de prendre le parti des plus vulnérables. Et honnêtement, je pense qu'une ville bienveillante, c'est là-dessus qu'elle doit miser, puis j'en suis très fière. Alors ça, on va le continuer dans les prochains... c'était le début, c'est comme le début de cette haute priorité que l'on a mis de l'avant et on va continuer à vous en parler et on va continuer, bien sûr, à sécuriser nos milieux de vie et à pousser, parce que s'il y a une chose sur laquelle les villes, on a plein pouvoir, c'est d'organiser, de repenser le partage de la voie publique, mais évidemment, on peut toujours compter sur nos brigadiers, que je remercie d'ailleurs pour leur travail, le SPVM, mais le SPVM, évidemment, à défaut de pouvoir mettre un policier à chaque coin de rue, parce que oui, il y a beaucoup de gens qui font des excès de vitesse, qui ne respectent pas les vitesses, qui ne respectent pas les aménagements qui sont mis en place, on va continuer à pousser pour avoir des radars photos, un dossier que ma collègue Sophie Mauserol pousse énormément. On a besoin de ces outils de Québec, qu'on puisse les mettre sur notre territoire pour pouvoir envoyer un message clair à ceux qui ne respectent pas les règles. L'autre dossier, on a des gros dossiers ce matin. Oui, l'autre dossier, c'est celui de Camillien-Houde. Et c'est intéressant parce que quand on parle de Camillien-Houde, on le sait, là, c'est un sujet extrêmement sensible avec raison. Quelle autre ville à travers le monde peut se targuer d'être une île et d'avoir en son centre une montagne? Une montagne majestueuse. Une montagne majestueuse qui a toujours été très prisée. Et je me rappelle qu'il y a longtemps, il y a plusieurs administrations qui ont fait preuve de courage pour empêcher que cette montagne-là soit grugée, soit par des propriétaires terriens qui avaient les moyens de pouvoir aller sur la montagne. Et
des administrations publiques qui se sont assurées que la montagne restait à tous les Montréalais puis à toutes les Montréalaises, ce qui est pour moi fondamental. Imaginez une montagne sur laquelle on pourrait pas tous en profiter. Bon, la montagne, on l'aime, comme je disais, et elle a été pensée à une époque où on pouvait la traverser en voiture. Puis jusqu'à, vous savez, ça a fait son temps, cette approche-là. Puis c'est correct, ça fitait dans une certaine vision on profite d'un paysage en voiture. Depuis, la vie a changé, la population a changé, les besoins ont changé. C'est une montagne où il y a toujours plus de monde qui en profite. Tant mieux, parce que c'est pas tous les Montréalais qui ont la chance de partir en vacances ou d'aller dans le sud ou d'avoir un chalet. C'est pas tous les Montréalais qui ont nécessairement cette possibilité-là. Alors, nos parcs, d'ailleurs, notre administration, on a doublé le nombre d'espaces verts depuis notre arrivée en poste et les Montréalais nous en remercient. Mais la montagne, c'est un joyau, c'est un espace où on peut, à certains endroits, ne pas entendre la ville, ou presque. C'est précieux, ça. Depuis aussi, la montagne, elle est très achalandée par de plus en plus de piétons, de cyclistes, de raquetteurs, comment on appelle ça, skieurs, de fond, enfin, de plein de monde. Mais la montagne, on va se le dire aussi, elle est comme, elle est victime de sa popularité, surtout depuis la COVID, parce que je vous invite tous et toutes, à aller profiter de la montagne. Si vous regardez un peu, vous allez constater que les gens ont envie de retrouver un petit coin où il n'y a pas grand monde. Alors, on prend des sentiers improvisés. Vous allez voir surtout des endroits où est-ce que les amis de la montagne, qui font un travail fabuleux d'ailleurs, et je les remercie, disent, s'il vous plaît, n'allez pas marcher dans ce coin-là. On essaie de remettre la nature à son état premier, parce que qui dit nature et diversité de la flore parle de biodiversité, et ça, c'est absolument essentiel pour une ville comme Montréal. Donc oui, la montagne est sous pression. Puis on voit aussi qu'il y a de plus en plus de gens qui montent la montagne, bien sûr, en voiture, en autobus, mais il y a aussi des gens qui la montent à pied, via le chemin Homestead, mais qui pourraient profiter de peut-être d'autres options. Et il y a des gens qui vont l'utiliser en vélo avec le chemin Homestead, mais aussi avec le chemin Camillien-Wood. Dans les articles qui sont sortis dans les derniers jours, je trouvais ça intéressant de voir à quel point le projet de réaménager la montagne, ça date pas de Projet Montréal, ça date de bien avant. Des réflexions en se disant, hey, la montagne est populaire. Et surtout, comment est-ce qu'on fait pour la protéger? Des fois, j'aimerais ça qu'autour de la table, il y ait la montagne pour nous parler. Je vais être bien honnête avec vous. Non, mais c'est vrai, j'aimerais ça entendre sa perspective, mais bon. Et vient ce moment où il y a un cycliste qui est tué. Collision mortelle. Un jeune cycliste de 18 ans, et ça nous a tous profondément frappés. Puis pour nous, avec notre administration qui a toujours eu la question des plus vulnérables à cœur, on s'est dit, on peut plus faire dire, et si. Non, c'est arrivé. Il y a un cycliste qui a été happé par une voiture. Alors, prenant tout ça en compte, prenant tout le travail qui avait été fait précédemment, puis celui de l'OCPM aussi, parce que là, je ne raconterai pas toute l'histoire, c'est bien, beaucoup d'entre nous la connaissons, puis il y a des journalistes qui font un travail remarquable pour ramener ça dans son contexte. À un moment donné, on prend un rapport de consultation publique, puis on se dit, qu'est-ce qu'on fait en sachant qu'il y a plein de recommandations, certaines qui vont dans le même sens, certaines qui vont dans un sens différent, parce que la beauté de l'Office de la consultation publique de Montréal, c'est qu'ils vont parler à tout le monde, et c'est ça sa force. Mais est-ce que l'Office de consultation publique a autour d'elle des experts, des ingénieurs, des biologistes? Non, pas nécessairement. Donc, la recommandation, une des recommandations qui était importante, en fait, c'est la première, de conserver les accès. Notre administration, on a vraiment tenté de trouver une solution pour dire, mais comment est-ce qu'on assure à la fois, parce que dans les deux grosses recommandations, pour moi, c'était celle de garder l'accès, mais en même temps d'assurer la sécurité entière à tous les utilisateurs. Bon, ça, on s'entend, c'est des piétons, c'est des cyclistes, c'est des automobilistes. Alors, à un moment donné, qu'est-ce qu'on fait, comme je le disais tout à l'heure, quand il y a un chemin qu'on ne peut pas agrandir puis tout le monde doit rentrer dedans? C'est là que la complexité arrive. Et c'est là où, comme administration, notre travail, c'est de prendre et la consultation publique et nos rapports d'ingénieurs et tout le travail qui était pour dire, OK, comment on fait pour avancer avec ce dossier-là qui n'est pas facile, et on tranche. C'est ça qu'on a fait comme administration, on a tranché. Puis on s'est dit,
Oui, il y a d'autres villes à travers le monde qui avaient des grands parcs comme les nôtres qui ont dit plus de transit automobile. Il n'y en a plus. Il n'y en aura juste plus. Nous, on s'est dit, bien, écoutez, on a la chance d'avoir 2 voies d'accès en automobile, autoroutière. On va en garder une. Comme ça, on ne va pas brimer, on ne va pas empêcher les gens de venir en autobus ou de venir en voiture. Le stationnement, on va le garder en haut. Est-ce qu'il y avait des propositions pour l'enlever complètement? La réponse est oui. On a décidé de le garder parce qu'on s'est dit c'est une façon pour plein de gens de profiter de la montagne. Puis en même temps, on s'est dit, bien, cette façon-là va aussi pouvoir privilégier, s'assurer que la montagne, non seulement on ne fait pas juste la préserver, on lui donne de l'espace. On va donner la chance à plus de Montréalais de pouvoir continuer à profiter de la montagne dans son entièreté. Je ne sais pas si les gens ont vu, vous allez nous faire une présentation tout à l'heure, les équipes de la Ville de Montréal, mais si vous n'avez pas vu les images qui ont été partagées avec la presse, je vous invite à le faire. Parce que le chemin Camille-Laoud actuel, qui va devenir une voie, en fait, ça va être un reverdissement incroyable, où il va y avoir un autre grand chemin pour pouvoir marcher et une voie cyclable séparée, va être un peu un second chemin Homestead. Et pour ceux qui ont déjà marché sur le chemin Homestead, vous savez à quel point c'est un bonheur. Ça fait tellement du bien. Alors, c'est ça l'esprit. C'est ça l'esprit. C'est redonner plus d'espace à la nature, mais aussi s'assurer qu'on protège la montagne en permettant aux Montréalais d'en profiter comme encore plus. C'est vraiment ça. Et je sais que ça va bousculer des habitudes et je sais que c'est un sujet sensible. Je peux vous assurer qu'on n'a pas pris cette décision-là à la légère. On a tourné tout bord, tout côté. Mais vous savez quoi? Il y a plein d'administrations avant nous qui, en sachant à quel point c'était sensible, ont juste préféré même pas se positionner là-dessus ou sinon faire le fameux statu quo. Oh, on en a vu plein d'administrations qui ont fait ça avant nous. Bien, pas nous. Pas nous. Puis, on va continuer à l'expliquer. On va continuer à le défendre. Mais en mon âme et conscience de mairesse de Montréal, depuis 2 mandats, qui a été encore une fois élue sur une volonté ferme de verdir, tout en favorisant... Non, je vais y aller juste sur le verdissement. Et vous savez quoi? Sur une volonté ferme de penser à nous dans le maintenant, mais de penser aux générations futures. Et donc, dans mon âme et conscience, je suis convaincue qu'on est du bon côté de l'histoire et que les Montréalais et Montréalaises, les jeunes actuels et les prochains qui vont profiter de Montréal vont nous dire merci de l'avoir fait, même si ça a brassé, puis même si c'était difficile, puis même si ça a amené des ajustements, bien sûr, dans nos habitudes de vie. Mais je suis convaincue qu'on va dans la bonne direction et je vais continuer à défendre ce projet-là avec force. Ce matin, ce qu'on accorde, bien, c'est un contrat d'ingénierie et de conception, comme je vous disais, qui va permettre le début des travaux qui comprend le réaménagement de Remembrance, des abords de la maison Smith et de Camille-Laoud. Tout ça va se faire, évidemment, par étapes. Si vous n'avez pas utilisé l'entrée du côté, justement, de Notre-Dame-de-Grâce, Côte-des-Neiges, je vous invite à y aller parce que les travaux qu'on a faits sont magnifiques. Ça donne maintenant une autre perspective de l'entrée sur le Mont-Royal et ça, c'est extrêmement important. Et je veux aussi réitérer que dans notre volonté de réaménager, de donner plus d'espace à la biodiversité et aux piétons et aux cyclistes de la montagne, on va bien sûr repenser l'offre de transport collectif. Il y a des réflexions sur comment est-ce qu'on veut faciliter l'accès à Camille-Laoud pour des personnes qui pourraient ne pas pouvoir se déplacer ni à pied ni en vélo. Parce qu'on y pense. Mais vous savez quoi? On a de l'expérience là-dedans. Quand on a fait nos rues piétonnes, au début, les gens disaient « Mais on a réfléchi à l'extérieur de la boîte pour s'assurer, bien sûr, une règle STM. On a aussi travaillé avec des partenaires qui maintenant offrent aux personnes aînées, entre autres, aux personnes de mobilité réduite, de pouvoir faciliter leur déplacement sur les rues piétonnes. Donc, on le fait dans une perspective qui est vraiment d'une ouverture complète de la montagne. Et le point que je voulais dire, c'est n'oublions pas qu'en réaménagement Camille-Laoud, ça va nous permettre aussi de réaménager l'entrée à partir de Mont-Royal, parc qui mène vers le Mont-Royal, qui mène vers le haut, qui va être transformé évidemment, parce que c'est un endroit qui est extrêmement dangereux. Tout le monde le dit, là. Les gens en auto disent « Ah!
on ne sait pas par où regarder. Les gens en vélo, la même chose, les piétons ont peur. Bien, je veux dire, à un moment donné, il faut repenser l'aménagement dans son ensemble et c'est vraiment dans cet esprit-là qu'on s'inscrit. Je pense que je vais m'arrêter ici parce que celles et ceux qui nous écoutent vont avoir envie d'entendre quel est ce contrat, comment on va de l'avant. Et je pense que les discussions qui ont lieu en ce moment, pour moi, elles sont importantes. On va continuer à faire preuve d'ouverture et de transparence. La conversation actuelle, elle est très bien. On vous a présenté les plans pour le Mont-Royal il y a déjà 1 an et demi à peu près. Et qu'on ait cette conversation-là maintenant, tant mieux, parce qu'on y croit à ce projet-là. On pense vraiment que ce sont des valeurs propres, importantes pour les Montréalais. Et à chaque fois qu'il va y avoir des choses qui vont être soulevées en disant ça nous préoccupe, comment on va l'entendre, puis on va en trouver des solutions. Parce que jusqu'à maintenant, c'est comme ça que notre administration travaille. C'est de pouvoir s'adapter aux différents contextes, mais encore une fois, toujours en ayant en tête le bien-être et la sécurité des piétons et des cyclistes actuels, mais aussi ceux éventuellement. Dernier petit point, c'est qu'il y a un très beau reportage dans la presse aujourd'hui d'un travailleur de la STM. Je cherche son nom. Ah, y a-t-il quelqu'un? J'ai oublié son prénom. Mais très beau reportage qui nous parle de son travail. Jean-Claude, merci. Merci, Marie. Jean-Claude, qui travaille à la STM depuis 2005 puis qui est aux premières loges pour parler de la situation, de l'augmentation des vulnérabilités dans notre réseau de métro. Un sujet qui est extrêmement important parce que lorsque j'ai fait un cri du cœur en mettant de l'avant les préoccupations des Montréalais et des Montréalaises face à l'augmentation de la vulnérabilité dans les rues, dans les parcs et dans le réseau de métro, quand j'ai porté la voix des Montréalais auprès du gouvernement du Québec en parlant d'une crise humanitaire, on en a une autre preuve ici. La bonne nouvelle, c'est que une fois, pour nous, c'est important de parler de la situation réelle et je vais continuer encore une fois à porter la voix des Montréalais, mais c'est aussi de trouver des solutions. Déjà avec EMIS, le SPVM, le STM qui fait un travail, les équipes comme celle de Jean-Claude qui font un travail remarquable, sont à pied d'œuvre, mais évidemment, on n'a pas les bras croisés. On va continuer à trouver des nouvelles solutions, comme on l'a fait avec la halte chaleur cet hiver. On n'a pas attendu ni après Québec. On a décidé, ou d'autres, on a dit, on va aller de l'avant. Et c'est ce qu'on va continuer à faire avec le réseau de métro. Demain, on va faire un point de presse pour parler des solutions à court terme et moyen terme pour ramener plus de sentiment de sécurité dans notre métro parce que c'est tellement précieux. On veut que les gens l'utilisent. Parce qu'encore une fois, un réseau de métro, ça peut pas être un hôpital à ciel ouvert. Ça peut pas être un centre d'injection. Ça peut pas être un logement. Parce qu'on est dans une société où la dignité doit primer avant tout. Et comme société, on peut pas juste accepter qu'il y ait des gens qui vivent dans le métro, qui passent leur journée dans le métro, qui consomment dans le métro. Ça n'a pas de bon sens. Alors, à la fois, on veut assurer la sécurité des utilisateurs qui aiment leur métro, mais qui parfois, dans certains cas, se disent « Ah, je me sens moins bien. » là. Puis, il faut les entendre. Il faut les entendre, ces personnes-là. Et c'est là-dessus qu'on travaille depuis des mois et que demain, on pourra vous donner de nouvelles informations sur à la fois faire nos présentations auprès du gouvernement du Québec au niveau de l'habitation et des soins de santé. Et nous, de notre côté, avec les forces que l'on a, avec les outils que l'on a d'intervention sociale, avec les organismes de la santé, avec le SPVM, EMIS et également le réseau de la santé, comment est-ce qu'on peut aller plus loin pour assurer les deux. Alors, face à cette très longue introduction qui donne, moi j'espère qu'il va qui nous met l'eau à la bouche, en tout cas ne serait-ce que pour le contrat, l'information le plan de match pour le Mont-Royal. Madame la Présidente, je vous cède la parole pour ensuite mener l'ensemble de nos travaux. Merci. Merci beaucoup, Madame la mairesse, pour votre mot. Et donc, effectivement, on va passer à une présentation sur le projet de réaménagement de la voie Camille-Lien-Aude et du chemin Raymond Brand. C'est pour faire un petit mot d'introduction. Je passe la parole à notre collègue Alex Norris. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Alors, comme la mairesse a mentionné,
nous allons adopter ce matin une importante entente cadre de services professionnels. C'est un contrat qui permettra l'élaboration de l'avant-projet et des plans et devis pour le réaménagement des chemins Camille Houde et Remembrance. On aura tantôt une présentation de nos collègues du service de l'urbanisme et de la mobilité, mais avant cette présentation, j'aimerais prendre quelques moments en complément aux remarques de la mairesse pour parler du processus décisionnel qui a mené à ce choix, ce projet, et des dilemmes importants auxquels on a fait face comme administration municipale. Donc, comme la mairesse a mentionné, en septembre 2023, après des années d'indécision de la part d'administrations municipales successives, on a annoncé notre vision pour le chemin Camille Houde et Remembrance. Donc, on décidé de maintenir l'accès véhiculaire au cœur du parc du Mont-Royal, de maintenir l'accès en transport en commun au cœur du Mont-Royal, mais de verdir et de mieux intégrer le chemin Camille Houde au parc en créant une allée piétonnière, une promenade piétonnière couverte par la canopée qui serait prolongée avec l'ajout de milliers de mètres carrés de verdissement. Et on allait agrandir le parc par en dedans. On allait faire une voie d'accès aux véhicules d'urgence qui serait également partagée par les vélos. Alors, cette décision faisait suite à un énorme dilemme auquel on faisait face comme administration municipale, car depuis les 2 dernières décennies, il y avait eu 2 consultations publiques menées à ce sujet par l'Office de consultation publique de Montréal. La première de ces consultations en 2008 recommandait, entre autres, à la lumière du danger que représentait cette route aux promeneurs et aux autres usagers vulnérables de la route, qu'on mette fin à la circulation de transit sur l'axe Camille Houde Remembrance. La deuxième consultation a été tenue en 2018. Une de ces recommandations, celle qui a retenu l'attention des médias, recommandait le maintien. Donc, contrairement à la consultation précédente, recommander le maintien de la circulation véhiculaire à travers le parc. Mais si cette recommandation de la deuxième consultation a retenu l'attention des médias, il n'y avait pas dans ce rapport une seule recommandation, mais plutôt 16 recommandations. Et certaines de ces recommandations étaient mutuellement incompatibles, étant donné l'espace limité disponible. Ce rapport recommandait non seulement le maintien de la présence des véhicules sur le chemin Camille Houde, mais également qu'on intègre mieux ce chemin dans le paysage du parc et qu'on sécurise les autres modes de déplacement le long de cet axe, particulièrement pour les promeneurs et les gens qui se déplaçaient à vélo dans l'espace étroit encaissé entre les falaises près du sommet de Camille Houde. Or, si on regarde ce chemin, ce tronçon du chemin, on se rend compte rapidement qu'il y a à peine assez d'espace pour 2 voies véhiculaires dans ce tronçon de la route. Si on souhaitait aménager une piste cyclable bidirectionnelle dans cet espace, séparer des voies véhiculaires par un terre-plein, ainsi que des trottoirs pour les piétons, et que le tout soit confortable pour tous les usagers et bien intégré au parc, il aurait fallu élargir l'espace disponible dans ce tronçon de rue. Particulièrement dans l'espace encaissé entre les falaises près du sommet de cette route, il n'y avait tout simplement pas assez d'espace pour aménager toutes ces voies séparées de manière qu'ils soient confortables et bien intégrées au parc. Si on devait élargir l'empreinte de ce chemin à certains endroits pour élargir ces voies aux dépens de l'espace naturel du parc, je suis convaincu que cela aurait suscité un tollé. Il y avait un consensus que le fait d'avoir une route carrossable coupant le parc en 2 avec des accotements, mais sans trottoir, sans aménagement pour sécuriser les gens à pied et à vélo ou en fauteuil roulant, ce n'étaient pas des aménagements qui étaient dignes d'un parc du 21e siècle. Déjà, comme l'a mentionné la mairesse en 2017, le jeune cycliste Clément Ouimet a perdu la vie après avoir été heurté par un véhicule qui effectuait un demi-tour sur cette route-là. Il fallait absolument agir pour rendre cette route plus sécuritaire pour tous. De manière plus générale, on ne souhaitait pas renforcer la fracture entre les 2 côtés de la forêt du flanc nord-est de la montagne en multipliant les voies de circulation séparées. Et il fallait faire
des choix. On ne souhaitait pas renforcer cette fracture en créant un nouveau boulevard urbain large avec de multiples voies séparées. Alors, ce dilemme nous a incité à regarder ce que d'autres grandes villes faisaient avec leur parc Homestead et avec leur parc de manière plus générale, leurs parcs centraux iconiques. Et ce qu'on a découvert, c'est qu'il y avait une tendance forte dans les grandes villes nord-américaines, soit pour sortir les véhicules au complet des grands parcs, comme à Homestead, comme à Central Park ou à Prospect Park à New York, soit de réduire drastiquement la présence des véhicules dans les grands parcs centraux, que ce soit High Park à Toronto, Rock Creek Park à Washington, Golden Gate Park à San Francisco, Franklin Park à Boston, ou même le parc de la Gatineau à Gatineau. Il faut comprendre que le nombre de visiteurs au parc du Mont-Royal a explosé depuis la pandémie, mais même avant, il y a eu une forte croissance du nombre de visiteurs au parc depuis des décennies. En 1987, il y avait 3 millions d'entrées au parc du Mont-Royal. En 2006, ce chiffre est monté jusqu'à 5 millions d'entrées. Puis l'année dernière, en 2024, on a atteint un record avec 7,5 millions d'entrées au parc du Mont-Royal. C'est plus que le double que le nombre de visiteurs au parc du Mont-Royal dans les années 80. Alors, on le sait, la mairesse l'a mentionné, tous ces visiteurs mettent de la pression sur les écosystèmes naturels du parc du Mont-Royal. En 2021, on a recensé plus de sentiers informels au parc du Mont-Royal que de sentiers formels. Et on sait que ces sentiers informels mettent de la pression sur l'écosystème du parc. Alors, le parc du Mont-Royal est sous pression, a été sous pression depuis longtemps. Il fallait aménager d'autres promenades sécuritaires pour les usagers du parc afin de réduire l'achalandage sur le chemin Homestead notamment, mais aussi pour offrir d'autres expériences aux usagers du parc. Globalement, le scénario qu'on a retenu permet de respecter plus de recommandations du deuxième rapport de l'OCPM que ce qui aurait été le cas si on avait maintenu la circulation véhiculaire dans l'axe Kamloops-Remembrance. Alors, je reconnais que cette décision n'a fait pas consensus, qu'elle va à l'encontre d'une des 16 recommandations du dernier rapport de l'OCPM, mais il est important de reconnaître, comme je l'ai mentionné, comme la mairesse l'a mentionné, qu'il y avait 16 recommandations dans ce rapport, pas juste une. Et même si cette consultation suscitait une participation importante, c'est quand même moins de 1% de la population de Montréal qui a participé. Et c'était une consultation, ce n'était pas un référendum. Ce rapport a néanmoins été le point de départ pour nos délibérations. On a lu ce rapport, on l'a relu, ça nous a permis d'éclairer nos choix. Et je suis convaincu que le scénario qu'on a retenu est le meilleur pour le parc du Mont-Royal et le meilleur pour les Montréalais et que dans 10 ans, quand ce projet aura été terminé et les gens auront pris l'habitude de profiter de cette nouvelle promenade piétonnière magnifique, les gens se poseront la question, comment ça fait-il qu'on ait permis depuis si longtemps qu'autant de circulation véhiculaire soit permise à l'intérieur de notre plus beau parc iconique. Je trouve aussi important de dédramatiser l'impact que ce choix aura sur l'accès au parc du Mont-Royal. Pour la vaste majorité des visiteurs au parc, il n'y aura pas de différence en temps de trajet pour y arriver. Même pour les gens venant des quartiers de l'Est de Montréal, pour plusieurs d'entre eux, il n'y aura pas de changement de temps de parcours. Les gens vont continuer à emprunter l'autoroute Ville-Marie plutôt que de sortir au centre-ville et de zigzaguer à travers les rues achalandées du centre-ville pour ensuite emprunter l'avenue du Parc et le chemin Kamloops. Ils trouvent déjà que c'est plus rapide de prendre la sortie subséquente, d'emprunter Guy, Côte-des-Neiges, Remembrance. On arrive plus rapidement au parc. Mais pour les gens qui habitent plus près du pied du Mont-Royal, oui, il y aura une différence de temps de trajet, mais cette différence sera plutôt mineure. On parle d'une différence en voiture de 5 à 10 minutes, une différence en autobus pour les gens qui viennent de près du pied du Mont-Royal d'une quinzaine de minutes. Et on compte, je dois le souligner, on compte augmenter la fréquence du service d'autobus et de bonifier la desserte en autobus
toute part à la Ville de Montréal afin qu'on puisse arriver de manière sécuritaire et rapide au sommet du Mont-Royal. Alors, on fait ce qu'on a dit qu'on allait faire. Et je tiens à rappeler que le scénario qu'on a retenu a été endossé par de nombreux acteurs importants de la société civile, que ce soit la directrice de la santé publique, Madame Dr. Mylène Drouin, le secrétariat de la biodiversité de l'ONU, la Société pour les parcs et la nature du Québec, le Conseil régional de l'environnement de Montréal, Équiterre, et plusieurs autres organismes de la société civile. Donc, dans la présentation à venir, vous verrez que nos équipes ont bien avancé la planification de ce projet. On a consulté diverses parties prenantes dans le cadre de ce processus, notamment les membres de la table de concertation du Mont-Royal. On va continuer à collaborer étroitement avec ces partenaires tout au long du processus de planification de ce projet. Alors, sans plus tarder, je cède maintenant la parole à Mme Catherine Bernard-Montpetit, conseillère en aménagement au service de l'urbanisme et de la mobilité, qui fera la présentation. Merci. Madame la mairesse, merci. Bonjour. Monsieur Norris, merci. Bonjour à tous. Mon nom est Catherine Bernard-Montpetit. Je suis conseillère en aménagement à la division des grands projets de mobilité au service d'urbanisme et de la mobilité. En fait, je voulais dire que je suis la fière représentante de l'équipe projet multidisciplinaire qui a travaillé sur ce projet-là. Puis je suis ravie, en fait, d'être parmi vous pour vous présenter l'état d'avancement du réaménagement de la voie Camille-Léaud et du chemin Remembrance. Je suis accompagnée de M. Hugues Bessette, directeur de la division Projet d'aménagement. Projet d'aménagement. Merci. Trop de titres. Donc, la présentation va aller comme suit. Elle se déclinera en 4 parties. La première, tout d'abord, on va parler du lieu d'intervention, le Mont-Royal. Par la suite, je vais aborder un peu plus en détail le projet de réaménagement de la voie Camille-Léaud et du chemin Remembrance. Par la suite, je vais vous présenter le volet concertation et les parties prenantes qui ont participé au projet et qui continueront aussi à y participer. Et finalement, les prochaines étapes. Donc, premièrement, il est important de faire un retour sur les grandes orientations en matière de préservation, de mise en valeur des interventions réalisées et à venir au sein de ce site d'exception. Comme en témoigne cette citation de Frédéric Lahr-Olmsted, qui est l'architecte paysagiste, en fait, de renom, qui est notamment responsable de la mise en valeur des caractéristiques paysagères du parc. Je ne vais pas la lire au complet, mais en fait, ce qu'on en comprend, c'est que notre montagne, on l'aime. On veut la protéger pour qu'elle continue, en fait, de faire partie de notre quotidien. Donc, cette protection est confirmée dans le cadre du projet de plan d'urbanisme et de mobilité sur le point d'être adopté, qui identifie justement le Mont-Royal comme territoire emblématique. Il y a 4 objectifs qui sont soulevés. Il y a la notion de capacité limite de la montagne, qui est d'autant plus important, considérant que nous avons observé une augmentation notable de l'achalandage, comme M. Norris en a fait part un petit peu plus tôt. Également, il y a la question de préserver et accroître les milieux naturels et la biodiversité de ce site d'exception, de redonner la place à la mobilité active, donc piétons, cyclistes, ainsi qu'à la mobilité collective, et de révéler Montréal comme un lieu rassembleur des communautés montréalaises. Depuis les 4 dernières années, il y a vraiment une intensification des travaux visant la protection, la mise en valeur du Mont-Royal, mais aussi l'augmentation des services aux citoyens qui a été réalisée. Ainsi, en plus de ces travaux, il y en a plusieurs autres qui sont à venir, dont celui du réaménagement de la voie Camille-Léaud et de leurs abords. Il faut souligner aussi que l'année 2026 va marquer le 150e anniversaire du parc du Mont-Royal. Donc, l'ensemble des projets en cours et à venir au sein du parc témoignent effectivement de l'importance que la Ville accorde à la préservation de ce site exceptionnel. On saisit donc aujourd'hui l'occasion de vous présenter l'état d'avancement du projet de réaménagement de la voie Camille-Léaud et du chemin Remembrance, lequel s'appuie sur une vision concertée de transformer l'expérience d'accessibilité du parc du Mont-Royal en posant un geste fort pour la transition écologique.
Chaque mot a été bien pesé et il vaut son pesant d'or aussi. C'est vraiment une vision qui se décline en 4 grandes orientations. Donc, renforcer la biodiversité, sécuriser les déplacements et miser sur la mobilité douce, d'offrir une nouvelle expérience d'accueil et de découverte du Mont-Royal et finalement mettre en valeur les patrimoines naturels et culturels du parc. La transposition de cette vision en stratégie d'accessibilité, donc comment on s'y rend, comment on s'y déplace, se traduit ainsi. Pour le chemin Remembrance, donc que vous voyez en mauve à gauche de l'écran, sa transformation en un lien axé sur la mobilité apaisée permettra de poursuivre les aménagements du chemin Remembrance réalisés précédemment et de veiller à maintenir les accès véhiculaires tout en assurant son intégration harmonieuse au parc. Du côté de la voie Camillien-Hood, donc en vert du côté droit sur l'écran, il s'agit en fait d'un nouveau lien de mobilité active, donc pour piétons et cyclistes, qui se connectera au gré de son parcours à divers points d'intérêt, que ce soit les sentiers du parc, le nouveau belvédère Camillien-Hood réaménagé ou un nouveau point de vue vers le nord, donc un nouveau belvédère au point haut de la voie Camillien-Hood. Pour en faciliter la mise en œuvre, le projet a été découpé en 3 grandes phases. Le présent contrat permettra de poursuivre le travail déjà amorcé, dont l'avant-projet du secteur de la phase 1, le chemin Remembrance et ses abords, qu'on vous présentera dans quelques instants. Soulignons que les éléments en orange dans le tableau seront réalisés en fait par l'équipe multidisciplinaire mandatée par la recommandation d'octroi de contrat d'aujourd'hui. Donc, pour la phase 1, le chemin Remembrance en rouge, donc le contrat va permettre de réaliser les plans et devis en 2025. Pour la phase 2, la voie Camillien-Hood, le contrat va permettre de réaliser l'avant-projet en 2025 et les plans et devis en 2026. Pour la phase 3, c'est celle qui est en bleu à votre droite, donc l'intersection de la voie Camillien-Hood avec le chemin de la Côte-des-Neiges et le boulevard du Mont-Royal. Le présent contrat va permettre de réaliser l'avant-projet en 2026 et les plans et devis en 2027. En ce qui a trait plus particulièrement du projet de la phase 1, le chemin Remembrance et ses abords. On en a parlé un peu tantôt. Le projet de réaménagement de l'intersection des chemins Remembrance et de la Côte-des-Neiges a été complété à l'automne 2023. Donc là, vous avez une photo de avant que les travaux soient réalisés. Dans sa forme initiale, c'était une intersection en fait qui était composée de 2 structures d'étagement. On les voit bien à l'écran, qui étaient construites dans les années 60. Elles étaient arrivées à la fin de leur vie utile et la Ville a donc saisi l'occasion pour réaménager. Pour les piétons, c'est un espace qui était peu convivial, en fait, comme on peut le voir. Donc, on l'a réaménagé pour les piétons et les cyclistes en sécurisant l'intersection pour l'ensemble des usagers, mais aussi en renouvelant une des entrées de parc qui est principale. Soulignons aussi que la transformation de la chaussée sud, que je vais vous pointer à l'instant, la chaussée sud juste ici, a été transformée en sentier multifonctionnel pour piétons et cyclistes qui se connectent maintenant au réseau du parc. Maintenant, les travaux, une fois réalisés, on voit maintenant le sentier multifonctionnel ici qui se connecte au parc et qui va se poursuivre aussi, je vous en reparle un petit peu plus tard dans les phases suivantes. On voit aussi que l'ensemble des interventions ont permis de planter plus de 430 arbres et d'offrir un accès pour tous les usagers avec trottoirs, arrêts d'autobus, connexion au parc et un seuil à la hauteur de ce qu'on aime du Mont-Royal, qui vient vraiment le magnifier. Le secteur de la phase 1 permettra donc de poursuivre les aménagements réalisés dans le cadre du projet précédent, puis assurera également la valorisation de la clairière et le verdissement de plus de 2000 m², la déminéralisation et le verdissement de 60 % des superficies, la mise en valeur des entrées intérieures du lac aux Castors et de la maison Smith. Précisons que l'avant-projet pour cette phase est complété. Sur cette photo de l'existant dans le secteur du lac aux Castors, donc vous voyez les 2 secteurs de stationnement aux abords du pavillon du lac aux Castors, le lac aux Castors qui est ici. Il y a le chemin Remembrance, la voie nord, la voie sud ici.
Vous avez aussi un petit bout du tronçon du sentier multifonctionnel pour piétons et cyclistes qui a été réaménagé dans le projet précédemment, qui se termine à peu près aux abords de l'entrée du lac aux Castors. À terme, le projet prévoit donc, dans le concept d'aménagement, une concentration des aires de stationnement afin de dégager suffisamment d'espace pour offrir un accès convivial et prestigieux, sécuritaire aux usagers de transport collectif et actif. Ça permet aussi de confirmer le pôle d'intérêt entourant le pavillon du lac aux Castors, le lac, mais également toutes les activités qu'on retrouve dans le secteur, les aires de pique-nique, le mobilier, les sentiers, les départs pour les pistes de ski de fond. J'attire votre attention aussi sur la piste multifonctionnelle qui s'était terminée ici. On vient donc la prolonger dans le cadre du projet, la connecter à l'entrée intérieure du secteur du lac aux Castors et la poursuivre. Et vous verrez, elle va revenir dans le secteur de la Maison Smith aussi. Je viens de me scooper. Sur cette photo, on fait la situation existante du secteur de la Maison Smith. Donc, vous voyez l'étendue des stationnements qui prend vraiment toute la place. C'est très, très minéral. La Maison Smith est un peu cachée dans cette mare de stationnement. À terme, donc le concept d'aménagement vient concentrer les aires de stationnement dans la partie ouest qui permet de dégager et de verdir massivement la clairière, de déminéraliser de façon importante et de mettre en valeur l'entrée intérieure de la Maison Smith, confirmant sa position comme un pôle d'accueil important au Mont-Royal. La phase 2, la voie Camillien-Wood. Rappelons qu'à l'existant, en fait, l'emprise de la voie Camillien-Wood est large. Est en moyenne à peu près 16,5 mètres, mais elle peut aller jusqu'à 22 mètres à certains endroits, surtout dans les rayons quand il y a des virages. Ça pose des enjeux majeurs en termes de sécurité pour les usagers les plus vulnérables. Par exemple, on voit les bollards qui sont implantés annuellement au centre de la voie, les déliénateurs qu'on appelle. En fait, ça vise à sécuriser la voie et à empêcher les virages en U. Donc, ces installations-là sont reconduites annuellement justement pour venir sécuriser les déplacements de tous. Et c'est pourquoi, en fait, à terme, son réaménagement en un lieu de mobilité va permettre, en fait, une mobilité active, piétons, cyclistes, en toute sécurité. Ça va permettre aussi un verdissement de plus de 18 000 m². Donc, comme je disais, la sécurisation des usagers vulnérables, de contribuer aussi à une nouvelle expérience d'accès du Mont-Royal, en étant un peu plus dans une expérience paysagère réconfortante, une expérience de parc. On est dans la montée boisée aussi, donc il y a une sensation végétale assez importante. L'étude d'avant-projet pour cette phase-ci est prévue en 2025, donc on va la débuter. La phase 3, l'intersection de la voie Camillien-Wood, du chemin de la Côte-des-Neiges et du boulevard du Mont-Royal. La phase 3 sera réalisée afin d'assurer l'aménagement d'une intersection mieux intégrée dans ce cas-ci. Vous voyez, là, c'est un embranchement avec une bretelle. Donc, c'est une intersection qui est, on la souhaite, plus conviviale et plus sécuritaire pour tous. Confirmer aussi un pôle d'accueil du côté est, à la base du Mont-Royal, qui concrétise aussi son rôle comme lieu rassembleur des communautés montréalaises. Pour sa part, l'étude d'avant-projet sera réalisée en 2026. En termes de concertation, en fait, elle joue un rôle fondamental dans la mise en œuvre du projet. Ainsi, voici les grandes lignes de l'avancement de la démarche. En termes de les services d'urgence, en fait, les aménagements accommodent les services d'urgence et permettent de répondre aux diverses interventions à tout moment de la journée. Les aménagements aussi ont été conçus en coordination avec la STM, afin d'assurer que ce soit des aménagements sécuritaires, conviviaux pour tous, avec des arrêts qui sont renouvelés. Avec la STM aussi, on analyse conjointement la desserte qui serait bonifiée en autobus accessible depuis les stations soit du métro Mont-Royal, Centre-Ville, Vieux-Montréal, ainsi que la station du REM Édouard-Montpetit. Toujours avec la STM, la Ville analyse conjointement aussi les options de desserte innovantes. Par le flanc Est. Donc, qu'est-ce que ça pourrait être? Minibus, bus électrique. Donc, on va entamer aussi cette démarche de réflexion-là.
Ce serait adapté aussi à toutes les clientèles. La mise en œuvre aussi va devoir être faite en concordance avec la fin des travaux de la phase 2, donc en 2028. On a reçu aussi un avis favorable pour le concept d'aménagement de la phase 1 de la part du Conseil du patrimoine de Montréal. Par la suite, on était bien heureux, donc par la suite, on retournera auprès du CPM afin de présenter les phases 2 et les phases 3 au gré de l'avancement des mandats. Il y a aussi le rayonnement de la présence autochtone au Mont-Royal qui est identifié comme un principe d'aménagement qui est transversal. Ce que ça veut dire, en fait, c'est que sa mise en œuvre va être portée plus dans le cadre de la phase 2 et de la phase 3, mais que ça va vraiment venir imprégner, en fait, l'ensemble du projet. Les aménagements de la phase 1 ont été donc bonifiés aussi à l'aide du comité consultatif en accessibilité universelle. Ça a été plusieurs échanges, en fait, pour vraiment venir bonifier l'expérience pour qu'elle soit le plus inclusive possible. La présentation, en fait, qui a été faite le 17 octobre 2024 auprès de la table de concertation du Mont-Royal, a reçu une réception qui est favorable au concept par la majorité des membres de la table. Les aménagements aussi ont été conçus pour permettre de maintenir l'accès au cimetière Mont-Royal et de décourager, en fait, la circulation de transit via le cimetière. La Ville a aussi proposé la création d'un groupe de travail au cimetière afin de bonifier ces aménagements. Des groupes vélos aussi ont été rencontrés. Il n'y a aucun enjeu majeur qui a été soulevé, mais on sait que le travail reste à faire pour la voie Camillien-Hood. L'aménagement cyclable bidirectionnel, c'est-à-dire dans les deux sens, pour la phase 2, va devoir être étudié plus attentivement pour s'assurer de sécuriser les cyclistes. Finalement, la séquence de travaux et le maintien de la circulation assureront le passage des championnats du monde cyclistes sur route UCI en 2026, donc sans entrave majeure. Pour les prochaines étapes de concertation, on est vraiment reconnaissant, en fait, de l'apport exceptionnel de la part des parties prenantes au projet. Puis la Ville, en fait, souhaite poursuivre dans les prochaines étapes, en fait, d'avoir des nouveaux échanges pour alimenter le contenu, que ce soit dans l'élaboration des plans et devis de la phase 1 en 2025, l'élaboration du concept d'aménagement détaillé et des plans et devis de la phase 2 en 25-26, l'élaboration des études, du concept d'aménagement et des plans et devis de la phase 3 de 2025 en 2027. Donc, le mot d'ordre, c'est on continue à collaborer, on continue à échanger. On est là pour ça. En termes de prochaines étapes, depuis l'annonce de 2023, le projet suit son cours. L'adoption du dossier décisionnel d'aujourd'hui, en fait, en est un témoignage. La priorité est mise sur le secteur de la phase 1, comme vous pouvez voir, afin de confirmer, en fait, les nouveaux accès au sommet. Le présent contrat permettra de poursuivre la conception des phases 2 et 3 également. Comme je l'ai mentionné, la participation des parties prenantes est essentielle à la réussite du projet et va se poursuivre. Le maintien des échéanciers des travaux annoncés donc, va permettre de limiter les impacts pour les usagers, mais également les impacts pour la tenue d'événements et, dans ce cas-ci, du championnat du monde UCI. C'est ce qui complète en fait la présentation d'aujourd'hui. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour la présentation. Et vous me rendez la tâche très difficile d'aborder maintenant l'ordre du jour, plutôt drabe du comité exécutif, mais on y va. Donc, en 10.01, adoption de l'ordre du jour de la séance du comité exécutif. Donc, c'est adopté. Puis, je dis que c'est drabe, mais c'est une blague. Il y a beaucoup de beaux projets qu'on va adopter aujourd'hui. En 20.02, exercer l'option de prolongation de 12 mois et autoriser une dépense additionnelle de 112 750 $ pour la distribution et la livraison de nourriture aux personnes détenues par le service de la police de la Ville de Montréal dans le cadre du contrat accordé à l'organisme Resto Plateau. C'est adopté. 20.03.
Accorder un contrat de gré à gré à Groupe Information Travail pour les services de gestion de brigades de propreté visant à la réinsertion des personnes éloignées du marché de l'emploi et issues des peuples autochtones pour une durée de 5 mois. Adopté. 20.04. Autoriser une dépense additionnelle de 23,3 millions de dollars arrondis, majorant ainsi le montant total des contrats reliés au déneigement. C'est adopté. En 20.07, autoriser une dépense additionnelle de 207 000 $ arrondis pour l'enfouissement des réseaux câblés aériens et existants pour le secteur Griffintown dans le cadre du contrat accordé à Vidéotron. Adopté. 20.08, accorder un contrat à Fort Action pour des travaux de réhabilitation de conduites d'eau secondaire par chemisage dans les arrondissements d'Annecy-Cartierville, de la Chine, de Pierrefonds-Roxborough et de Saint-Laurent. Adopté. 20.09, accorder un contrat à Eurovia Québec Grand Projet pour des travaux d'égout de conduites d'eau principale et secondaire, de voirie, d'éclairage, de feux de circulation et d'utilité publique dans le chemin de la Côte-Sainte-Catherine entre l'avenue Woodbury et l'avenue de la Brunante dans les arrondissements de Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce et Outremont. Adopté. 20.11. Accorder un contrat à Roxborough Excavation pour des travaux d'implantation d'un réseau express vélo et d'un service rapide par bus comprenant des travaux d'égout et de conduite d'eau, de voirie, d'éclairage, de feux de circulation et d'utilité publique dans le boulevard Henri-Bourassa, de la rue La Jeunesse au boulevard P9, dans les arrondissements d'Annecy-Cartierville et de Montréal-Nord. Adopté. 20.13. Accorder un contrat à Charex pour des travaux d'aménagement du parc Irma-Levasseur et travaux de voirie, d'éclairage, d'utilité publique et d'architecture du paysage dans les avenues Dollard, Wiseman et Ducharme dans l'arrondissement d'Outremont. C'est adopté. En 20.15, conclure une entente cadre avec le regroupement CIMA Plus et LEME pour les services professionnels en ingénierie, en architecture du paysage et en design urbain pour des études d'avant-projet et la conception des plans et devis dans le cadre du réaménagement du chemin Remembrance, de la voie Camillien-Hood et de leurs abords pour une période de 72 mois avec une option de prolongation de 12 mois. C'est adopté. En 20.17, accorder un contrat de gré à gré à Julie Derouin, chargée de projet, pour des services professionnels de muséologue dans le cadre de l'exposition Poptopia, les utopies écologiques dans la culture populaire. C'est adopté. En 20.18, accorder 16 contrats aux firmes 9386-01 Québec, Environnement routier énergie et JMV Environnement pour les services de collecte et de transport de matières recyclables pour une période de 5 ans, incluant 2 options de prolongation de 12 mois chacune. C'est adopté. En 20.19, approuver le renouvellement de l'entente entre le ministre de la Justice, le directeur des poursuites criminelles et pénales du Québec et la Ville de Montréal pour une période de 2 ans à compter du 1er janvier 2025 relativement à la poursuite devant la Cour municipale de la Ville de Montréal de certaines infractions sommaires liées à la violence conjugale. C'est adopté. En 20.20, approuver le projet d'entente de services horticoles d'une durée de 3 ans entre la Ville de Montréal et le ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs pour des essais de production horticole pour des espèces floristiques ayant un statut particulier par le Biodôme de Montréal pour une somme de 180 000 $ arrondis. C'est adopté. En 20.22, approuver l'acte hypothécaire unilatéral de ProAnima Montréal en faveur de la Ville de Montréal pour l'acquisition et l'aménagement d'un immeuble situé au 9350 boulevard P9 dans l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel Parc Extension afin d'y offrir les services de gestion animalière sur le territoire de Montréal. C'est adopté. En 20.23, approuver un projet d'acte modifiant l'amphithéose entre la Ville de Montréal et la coopérative d'habitation Atanor
pour la propriété CISO 1381-85 rue Villeray, dans l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel, Parc Extension, afin de prolonger la durée de l'amphithéose d'une période additionnelle de 29 ans. C'est adopté. En 20.24, approuver le projet de convention d'entreposage par laquelle la Ville prête à la Société de développement social, à titre gratuit, pour une durée de 12 mois, un local d'entreposage situé au 1170 avenue de l'Église. C'est adopté. En 20.25, accorder un soutien financier de 10 000 $ à l'organisme Piéton Québec pour offrir le programme d'éducation à la mobilité active « Ça marche vers des déplacements à pied sécuritaires » dans 14 classes de deuxième cycle du primaire à Montréal. C'est adopté. En 20.27, approuver la convention de contribution financière entre la Ville de Montréal et Gérer son quartier pour l'acquisition et la rénovation de 5 bâtisses situées au 12 030, 12 040, 12 060, 12 070, 12 080 avenue Clément-Adair, dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles, dans le cadre de la Convention de contribution financière pour la réalisation de logements abordables entre le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation et le Fonds de solidarité des travailleurs du Québec. Et pour nous en parler un peu plus longuement, je cède la parole à notre collègue Benoît Doré. Bien, merci beaucoup, Madame la Présidente. Ça va vous donner l'occasion de prendre une petite gorgée d'eau. Ça ne peut que vous faire du bien. Alors, c'est un pas de plus, chers collègues, pour 20 de logements hors marché d'ici 2050. En effet, il y a 105 logements dans Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles, qui vont être sortis du marché spéculatif par Gérer son quartier, qui achète 5 immeubles où vivent 105 ménages qui ont des revenus modestes ou de faibles revenus. Alors, on va s'assurer par cette contribution-là que Gérer son quartier va garantir l'abordabilité pendant 35 ans, puis va mettre à l'abri, dans le fond, 105 ménages contre des potentielles rénovictions, potentielles hausses de loyer abusives ou toute autre manœuvre que malheureusement on voit souvent et qui peuvent arriver, mais fort heureusement pas toujours. Il ne faut pas tout noircir. C'est une contribution, dans le fond, de 3,8 millions de dollars qu'on va faire à Gérer son quartier. Non seulement pour qu'ils puissent l'acheter, en fait, les bâtiments sont achetés depuis décembre, mais c'est pour garantir l'abordabilité et surtout sa gestion, de même que des travaux. Parce que quand on achète des bâtiments où les loyers sont faibles, ben on le sait, ça a besoin d'amour, ça a besoin d'être rénové à l'intérieur, à l'extérieur avec l'enveloppe, toiture, briques, maçonnerie, etc. Alors, c'est des travaux qui très souvent font en sorte que lorsqu'on doit les entreprendre, ben ça va faire hausser les loyers drastiquement. Alors, avec une contribution comme celle-là, bien sûr avec celle du gouvernement, ben 105 ménages vont pouvoir voir leur chez-soi amélioré, sans que ça change grandement quelque chose vraiment dans leur vie d'inquiétude parfois où ça pourrait arriver. Alors, en 3 mois, je nous le rappelle, chers collègues, là, ça va faire 828 logements qui sont sortis du marché spéculatif, soit parce qu'on y contribue ou soit parce qu'on l'a acheté nous-mêmes et un jour, on le revendra à un OBNL qui va toujours le maintenir abordable sans vouloir faire de profit. C'est pas que c'est mal de faire du profit, mais quand votre propriétaire, ce qu'il vise à faire, c'est de vous loger puis de le faire au meilleur prix et de façon correcte, ben, c'est assez intéressant. Alors, c'est ça qu'on vote ce matin, Madame la Présidente et chers collègues. Bien, merci beaucoup. Alors, c'est adopté. En 20.28, accorder une contribution financière de 50 000 $ à Propulsion Québec, la grappe industrielle des véhicules électriques et intelligents, pour la tenue de l'événement Impulsion 2025, le Sommet international des transports électriques et intelligents, qui se tiendra à Montréal du 31 mars au 1er avril 2025. C'est adopté. En 20.29, accorder un soutien financier de 515 000 $ à Montréal International dans le cadre du Fonds de développement international de Montréal pour l'année 2025. C'est adopté. En 20.30, accorder un soutien financier de 25 000 $ à la Chambre de commerce du Montréal métropolitain pour l'organisation de 2 forums stratégiques sur les enjeux de la métropole. C'est adopté.
En 20.33, autoriser la réception d'une subvention de 150 000 $ provenant de Environnement et Changement climatique Canada dans le cadre du programme Prévention et détournement des déchets alimentaires. C'est adopté. 20.34, autoriser la modification des pourcentages d'augmentation maximale annuelle de loyer dans les conventions de contribution financière pour les projets de la Société locative d'investissement et de développement social, solide, située donc sur les rues, la 6e avenue, la rue Victoria et la 33e avenue aux adresses citées. Donc, c'est adopté. En 30.01, approuver la convention de financement à intervenir entre la communauté métropolitaine de Montréal et la Ville de Montréal dans le cadre du programme d'aide financière pour les projets contribuant à la mise en place de la trame verte et bleue sur le territoire métropolitain, phase 2, pour la construction d'une piste cyclable sur le boulevard Gouin-Ouest entre le boulevard Toupin et l'avenue Martin à Montréal. C'est adopté. En 30.03, adopter la partie de l'inventaire des immeubles patrimoniaux construits avant 1940 de l'agglomération de Montréal visant le territoire de la ville de Montréal-Est. Adopté. 30.04. Ratifier la dépense de 238,20 $ relative à des frais d'hébergement non remboursables dans le cadre du caucus des maires des grandes villes de la Fédération canadienne des municipalités qui s'est tenu à Ottawa les 5 et 6 février 2025. C'est adopté. 30.05. Renouveler les mandats de Bérénice Molène-Dupuis, Charlotte Kelly et Daniel-Joseph Chapdelaine à titre de membres du comité consultatif en reconnaissance pour un second mandat de 3 ans à compter du 20 mars 2025. Adopté. 30.06. Autoriser un virement budgétaire de 38 millions de $ en provenance de la réserve dédiée à l'activité déneigement vers le budget de fonctionnement du service de la concertation des arrondissements et de l'expérience citoyenne, afin d'assumer les dépenses additionnelles dans le cadre des opérations de déneigement des chaussées et des trottoirs, d'élimination de la neige et d'entretien des lieux d'élimination de la neige pour l'année 2025. C'est adopté. En 30.07, autoriser la réception d'une contribution financière de 1 500 000 $ provenant de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec pour la réfection de l'auditorium Henri Turcher et du restaurant. C'est adopté. 30.08. Nommer à titre de membre du conseil d'administration et du comité exécutif de l'Union des municipalités du Québec, Sophie Moserol et Jérôme Normand, pour un mandat de 2 ans, soit du 1er avril 2025 au 31 mars 2027. C'est adopté. En 40.01, édicter, en vertu de l'article 139 du règlement sur les tarifs pour l'exercice financier 2025, une ordonnance en vue de modifier certains articles relativement aux tarifs du complexe sportif Marie-Victorin et du TAS. C'est adopté. 40.02, édicter, en vertu de l'article 139 du règlement sur les tarifs pour l'exercice financier 2025, une ordonnance ayant pour objet d'autoriser l'utilisation de la salle polyvalente du complexe sportif Claude Robillard à titre gratuit dans le cadre de la 26e édition des Jeux de la FADOC le 23 mai 2025. C'est adopté. En 40.05, adopter le règlement modifiant le règlement intérieur de la Ville sur la délégation de pouvoir du Conseil de la Ville au Conseil d'arrondissement afin de déléguer à l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal l'application du règlement concernant les établissements d'hébergement touristique. Autoriser un virement de 1,1 million de $ pour l'année 2025 en provenance du budget de fonctionnement corporatif du service de l'habitation vers l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal. C'est adopté. En 40.06, adopter le règlement autorisant un emprunt de 38,3 millions de $ afin de financer l'acquisition de biens et d'équipements d'actifs permettant une optimisation et une expansion du système de vélos en libre-service Bixi. C'est adopté. En 40.07, adopter une résolution approuvant la démolition d'un bâtiment institutionnel de 3 étages et la construction d'un bâtiment résidentiel de 4 étages,
destiné à du logement abordable ou social pour l'immeuble situé au 5460 avenue Conneau, en vertu de l'article 93 de la loi modifiant diverses dispositions législatives en matière d'habitation. C'est adopté. En 40.09, adopter la conformité au schéma d'aménagement et de développement de l'agglomération de Montréal des règlements cités de la Ville de Montréal-Est. C'est adopté. En 40.10, approuver la conformité au schéma d'aménagement et de développement de l'agglomération de Montréal du règlement cité de la Ville de Kirkland. C'est adopté. En 40.11, approuver la conformité au schéma d'aménagement et de développement de l'agglomération de Montréal du règlement cité de la Ville de Montréal-Est. C'est adopté. En 40.15, adopter une résolution relative à l'intention de la Ville concernant les sous-catégories d'immeubles résidentiels. C'est adopté. En 60.02, déposer le rapport de la consultation publique tenue par l'Office de consultation publique de Montréal sur le projet de plan d'urbanisme et de mobilité. C'est adopté. 60.03, déposer le rapport annuel d'activité du comité d'audit de la Ville de Montréal pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2024. C'est adopté. Et en 70.01, je propose la levée de la séance et je vous souhaite une bonne journée. Merci.